c'est super. Et je voulais juste dire que comme si vous avez des questions, si vous voulez partager des histoires, parler parce que c'est dur des fois avec Zoom. Si on était en personne, ça serait plus convivial. Je sentais ça avec Raphaël aussi. Tu sais, si on aurait été en personne, on serait touché. C'est c'est dur. Alors, sentez-vous à l'aise de parler, demander des questions ou partager. Alors, je vais partager mon écran. Désolée, je vais aller au début. Mais juste pour dire, on m'a demandé de parler un peu de la question des permis de travail. Qu'est-ce que ça veut dire, les différents permis? C'est quoi les droits des gens et leur statut d'immigration? Alors, je vais parler de comme toutes les différentes façons que quelqu'un peut être ce qu'on appelle un travailleur migrant. Alors, on va parler des statuts d'immigration. On va parler de leurs droits, mais quelles sont les difficultés qui font que c'est difficile de défendre ses droits? Je vais mettre un peu d'emphase sur les enjeux de santé parce qu'en contexte COVID, ça revient beaucoup. Puis j'imagine que c'est la même chose en Estrie qu'à Montréal, que c'est sorti finalement que les milieux de travail étaient comme la place numéro un après les CHSLD d'attraper le COVID. Alors, pouvoir protéger sa santé est très important pour les travailleurs. Et on va finir avec un peu comme qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que je pense que c'est bien de reconnaître tous les problèmes, mais il faut toujours finir avec qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'il y a des choses à faire. On veut prendre l'action, on veut défendre les droits. Puis il faut reconnaître, comme on a vu avec Raphaël, les gens, ils prennent des mesures et ils se mettent en action pour se protéger aussi, puis il faut l'appuyer. So, est-ce que ça va? Yeah. Je vais finir aussi avec une petite discussion sur les programmes de régularisation qui sont sortis récemment et un petit promo là, au Québec, c'est décevant. Il va y avoir très peu d'impact au Québec. Alors, en termes de statut d'immigration, si on dit travailleur migrant, qu'est-ce qu'on veut dire? Et généralement, c'est quelqu'un qui est au Canada ou le Québec afin de travailler. Alors, on ne parle pas, normalement, si on dit travailleurs migrants, on ne veut pas dire les gens qui sont venus pour d'autres raisons, étudier, être avec la famille et tout ça, mais qui vont travailler aussi. Un travailleur migrant, c'est quelqu'un qui est venu pour travailler. Le Canada les accepte parce qu'ils viennent travailler. Et ils ont généralement deux documents. Un, c'est un visa de séjour. Et ça dit combien de temps est-ce que la personne a le droit d'être au Canada. Et ce qui peut être difficile si vous êtes intervenant, c'est que toutes les personnes temporaires au Canada vont avoir un visa qui a l'air le même. Pour savoir qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire pendant qu'ils sont ici, il faut regarder leur permis. Alors, le permis de travail, normalement, c'est collé dans le passeport et il y a une grande division parmi les travailleurs migrants. Il y a ceux qui ont un permis ouvert. Ça, c'est un permis de travail qui leur donne le droit de faire n'importe quel travail. Mais la majorité de gens qui viennent travailler au Canada, ils viennent avec un permis fermé. Puis c'est ça qu'on a entendu avec Raphaël. Il était recruté par un employeur et pour changer d'emploi, il fallait qu'il fasse une autre demande pour un nouveau permis de travail. Alors, les permis fermés sont considérés quelque chose qui crée beaucoup de vulnérabilité à l'exploitation parce que les employeurs savent que cette personne-là, tu sais, comme normalement, les travailleurs, c'est quoi leur pouvoir ultime, là? C'est d'arrêter de travailler puis s'en aller, trouver un autre emploi ou juste arrêter de travailler en grève ou quelque chose comme ça. Mais pour un travailleur, sur un permis fermé, ils ne peuvent pas juste quitter l'emploi. Ça veut dire des choses difficiles. C'est super. Je vois déjà Anne-Marie veut dire quelque chose. En fait, moi, je me demandais, c'est qui dessert les permis, puis c'est qui décide si c'est ouvert ou fermé? En fait, je pense que le prochain, on commence à aller dans ça, mais
C'est l'Immigration Canada qui fait l'évaluation de si la personne peut venir au Canada ou pas. Et c'est Ressources humaines et développement social Canada, si c'est encore le bon mot, non, qui fait l'évaluation de l'offre d'emploi puis le contrat d'emploi. C'est eux qui donnent l'approbation du permis de travail, mais le travailleur, il va le recevoir à la frontière avant d'arriver. Ressources humaines et développement social, ils vont travailler avec l'immigration et ils vont donner une lettre au travailleur qu'il présente à la frontière et il montre son passeport avec son visa et là, il va avoir son permis de travail à la frontière. Ce qui est, si le permis est ouvert ou fermé, c'est selon le programme que la personne arrive. Alors là, je vais passer à travers différents programmes. Je vais expliquer qui a fermé, qui a ouvert. Est-ce que ça répond? Puis je voulais savoir, à partir du moment que la personne est à la frontière, c'est l'employeur qui vient le chercher? Tu sais, c'est qui le prend en charge à partir de là? Oui, ça, c'est une question intéressante parce qu'en fait, comme dans la pratique, souvent, les gens qui viennent travailler, oui, c'est l'employeur qui vient les chercher, mais c'est pas nécessaire. La personne arrive comme n'importe autre voyageur. Ils peuvent aussi, comme s'ils ont les moyens, ils peuvent décider de venir 3 semaines en avance et être touristes, peuvent aller voir les baleines comme s'ils veulent, là. Mais les gens, ils ont l'idée que l'employeur est comme responsable pour eux. Et en fait, l'employeur est surtout responsable pour l'employé, pour le faire travailler. Mais dans le reste de sa vie, les travailleurs, ils ont les mêmes droits de mobilité et de voyage que n'importe qui d'autre. Et ça veut dire aussi que l'employeur ne peut pas les mettre dehors du Canada juste parce qu'ils veulent. Je vais parler de ça tantôt, mais c'est quelque chose qui, comme, même des fois, la police, ils pensent que l'employeur a le droit de comme décider où le travailleur va, puis si la personne doit partir ou rester. Puis en fait, c'est pas vrai. Mais dans le cas d'un permis fermé, tu sais, la personne est liée quand même par le travail. Tu sais, un permis ouvert, tu sais, la personne a plus, en tout cas, Oui. j'ai la pensée de dire qu'elle doit avoir plus de mobilité que quelqu'un qui a comme, puis j'imagine les permis fermés, il y a comme Well, une date arrêtée. N'importe quelle personne qui vient sur une base temporaire au Canada, ils vont avoir des dates durant lesquelles ils peuvent être au Canada. Et le permis de travail fermé, ce que ça fait surtout, c'est de dire où la personne a le droit de travailler. Alors, s'il démissionne, il ne peut pas juste aller travailler ailleurs, mais il peut prendre un voyage. C'est comme s'il a des vacances, il peut voyager à travers le Canada. Il peut aller visiter la famille qui habite ailleurs. C'est juste que la plupart, ils n'ont pas les moyens vraiment de faire ça, mais ils ont le droit. Puis c'est ça, c'est pas reconnu qu'ils ont les mêmes droits de circuler et tout ça. La restriction, c'est où est-ce qu'ils peuvent travailler. Je vais passer à travers ça. Yeah. C'est bien pour l'instant? Je sais. OK. So, le gros groupe de travailleurs migrants qu'on y pense quand on pense de travailleurs migrants, c'est les gens qui sont sur différents volets du programme des travailleurs étrangers temporaires. Et eux, ils ont les permis fermés. Mais c'est intéressant, il y en a moins de personnes sur ce programme-là que sur le prochain programme que personne ne connaît. So, j'imagine en Estrie, vous voyez beaucoup de travailleurs agricoles saisonniers qui, au Québec, viennent surtout du Mexique. Alors, le nom dit ce qu'ils font. Mais au Québec, c'est pas vrai dans le reste du Canada, mais au Québec, on a un peu plus de travailleurs qui sont sur ce qu'on appelle le volet agricole du volet bas salaire du PTRT. Et ici, c'est surtout des Guatémaltèques, mais de plus en plus, on voit des gens d'autres pays de l'Amérique centrale. Ils n'ont pas exactement les mêmes conditions, mais des conditions semblables au PTAS. Et ils viennent faire du travail agricole. Mais
Agricole, ça veut pas dire les serres, ça veut pas dire les gens qui font l'emballage de légumes, ça veut pas dire les gens qui conduisent les camions pour livrer les produits. N'importe quel autre travail qui n'est pas vraiment comme dans les champs, c'est supposé d'être le PTRT à bas salaire. Et jusque-là, les 3 premiers programmes, les employeurs, ils ont un peu plus de responsabilité envers les travailleurs que le programme haut salaire. Et ce que ça veut dire, généralement, ils doivent aider à trouver le logement, mais c'est important de savoir le travailleur n'est pas obligé de vivre chez l'employeur. Juste ça, c'est comme, il a le droit de décider, j'aime mieux aller louer mon propre appartement. Les gens ne pensent pas ça. Et des fois, les employeurs, ils veulent même congédier quelqu'un qui décide de dormir en ville mais ils n'ont pas le droit de faire ça. Mais anyway, c'est comme ça, mais ils doivent aider à trouver l'emploi. Et souvent, ils le fournissent, mais l'employé n'est pas obligé de l'accepter. L'employeur doit donner l'assurance médicale, doit payer ça et il doit payer pour le billet d'avion. Pas pour les PTRS, par contre. Ça, c'est les 3 premiers. Après ça, il y a tout le volet au salaire et moi, je soupçonne, mais je ne suis pas sûre que probablement Raphaël tombe dans cette catégorie-là. Mais je sais qu'à McGill aussi, il y en a plein de profs qui sont sur ce programme-là avant qu'ils aient la permanence. Alors, c'est comme toutes sortes de travailleurs qui viennent pour faire des emplois spécifiques. Et pour tous ces programmes-là, il faut montrer qu'ils ont essayé d'embaucher quelqu'un canadien et ils n'ont pas réussi. Et finalement, je vais mentionner le programme des aides familiales. Ça, c'est le programme, probablement, il y en avait moins comme ça en Estrie, mais les femmes qui venaient garder les enfants ou bien prendre soin de personnes âgées, des personnes avec des handicaps. C'était un programme avec beaucoup de problèmes parce que les femmes devaient travailler chez l'employeur, comme dans sa maison privée. Mais le Québec n'accepte plus de travailleurs sur ce programme-là et même dans le reste du Canada, le programme a changé. Alors, peut-être vous allez entendre parler de ce programme, mais en réalité, ça n'existe plus. Mais les gens, les femmes, surtout qui font ce travail, elles viennent souvent sous le programme de bas salaire. En bas, j'ai mis quelques statistiques là, depuis, ça vient de 2017. Désolée, je n'ai pas eu le temps de mettre à jour. Je pense que les chiffres, pas pour l'agriculture, mais pour les autres catégories, ont un peu baissé depuis le COVID, mais ce n'est pas disparu. Ça va revenir, je pense, aussi fort. Ça, c'est le programme le mieux connu. Mais est-ce que vous avez des questions sur ça avant que je m'en vais à l'autre? Jill? Oui. Je voulais savoir, tu as le programme des aides familiales que tu dis qui a été aboli puis qui vient maintenant avec les bas salaires. Oui. Est-ce que ce nouveau programme-là, il y a toujours l'obligation de résidence de 24 mois sur 36 mois ou ça, puis ça vise-tu toujours à obtenir le droit de demeurer ici ou pas? Non, c'est ça le problème, c'est que maintenant, quelqu'un qui vient garder les enfants, ils sont mal pris parce qu'ils sont dans la catégorie bas salaire et au Québec, ça donne pas vraiment, actuellement, ça donne pas accès à la résidence permanente. Mais pour les gens qui viennent puis donnent peut-être des soins comme plus médicaux, ils peuvent être, c'est possible d'être comme travailleur de santé dans la catégorie haut salaire et dans ce catégorie-là, le Québec est en train de changer tout le temps les règlements, mais jusqu'à récemment, après 12 mois, c'était possible d'accéder à la résidence permanente. Mais c'est plus sûr comme ça l'était avec l'autre programme. Ce programme-là, c'était dur pendant 2 ans et plus souvent, mais le sentier, comme la voie vers la résidence permanente était claire. Maintenant, c'est plus difficile. Ils ont augmenté les niveaux de langue aussi qu'il faut avoir.
Peut-être Chuck qui veut ajouter quelque chose parce que je sais que lui, il connaît très bien ça. Oui, merci. En fait, on a rencontré à ce sujet, autour de ce sujet en 2019, fin 2019. Et en ce moment-là, le gouvernement, le MIFI a dit, donc, oui, on en est conscient, mais on n'a pas établi d'autres pistes pour ces personnes. Parce qu'avant, leur accès à la résidence permanente était un peu exceptionnel, bien qu'elles étaient catégorisées comme travailleurs qualifiés dans le programme de travailleurs réguliers qualifiés. Mais en fait, dans la réalité, pour la sélection, ils ont été une certaine exception au niveau de français et la qualification professionnelle. Mais ces exceptions ne s'appliquent plus. Donc, ils sont toujours soumis aux mêmes critères comme niveau 7 du français et la catégorie de professionnelle, etc. Donc, en ce moment-là, l'accès à la résidence permanente, c'est presque impossible. Et on a essayé de les rencontrer encore une fois pour avoir une réponse plus claire, mais jusqu'à maintenant, pas de réponse. Donc, pour l'instant, pour eux, l'accès à la résidence permanente, c'est pratiquement impossible. Et dernière question en lien avec ça, ben, c'est juste pour avoir une idée là-dessus. Là. Il n'y a rien qui a été confirmé, mais on entend quand même M. Legault dire que dans ses souhaits pour les personnes migrantes qui vont venir travailler ici, ce qu'il souhaite, c'est que ce soit des gens de haut salaire. Fait que bon, on sait que c'est le Canada qui fait rentrer, mais le Québec peut décider s'il est prêt ou pas aussi. Est-ce que ça veut dire qu'on se rend compte qu'il y a comme un écrémage, puis on veut choisir qui va rentrer au pays pour venir travailler? C'est ce que ça va se traduire à un moment donné. Là. Ça va être l'élite uniquement qui va avoir le droit de venir travailler dans un programme. On voit Désolée, Manon, je ne voulais pas couper. Non, ça va. J'avais fini ma question. Est-ce que c'est pas faire face à de l'élitisme à long terme? Là? Pas... Je pense que oui, sauf que ça ne répond pas du tout aux besoins. Alors, je pense que je ne sais pas à long terme qu'est-ce qui va se passer parce qu'il y a une rhétorique très élitiste et d'un autre côté, un grand besoin. Je pense que le danger, c'est de dire les seules personnes, ils font déjà plus ou moins ça, là, que c'est seulement les personnes qu'on veut vraiment qui vont rester de façon permanente et tous les autres gens doivent toujours être sur ces statuts précaires, comme chaque année, essayer encore, puis comme d'être séparé de sa famille longtemps. C'est vraiment très injuste, je pense. Yeah. OK, je vais passer au prochaine catégorie. C'est drôle parce que beaucoup de gens n'ont pas entendu parler de ce groupe, mais ils sont plus grands comme groupe que les travailleurs étrangers temporaires. Et ça s'appelle le programme de mobilité internationale. Et là, j'ai mis comme une liste de plusieurs catégories. Et généralement, ils sont moins réglementés que le programme des travailleurs étrangers temporaires. La plupart, ils ont des permis ouverts, mais les jeunes professionnels, ça c'est un permis fermé. Et les ententes libre-échange, souvent, c'est un permis fermé, mais pas toujours. Mais il y a de plus en plus de personnes qui viennent sur ces programmes-là. Et je pense qu'il y a moins de surveillance de leur situation. Il y en a des personnes qui viennent sur ces programmes-là qui sont privilégiées, qui ont des belles expériences, que ça va bien, mais on voit aussi des gens qui se retrouvent dans à peu près les mêmes sortes de situations d'exploitation qu'on voit pour les autres travailleurs étrangers temporaires. Je dirais surtout pour les gens qui viennent sur les programmes vacances-travail, on a comme l'image de ça comme si c'est des backpackers qui viennent pour s'amuser, mais de plus en plus, avec les problèmes économiques en Europe, surtout parce que c'est surtout des jeunes Européens, c'est des gens qui ont besoin de travailler et des fois, c'est leur famille qui attendent de l'argent chez eux aussi, mais ils ont très peu de protection. Alors, on voit ici qu'il y en a plus de ces gens-là au Québec. Et le profil est très différent. Ils sont plus à Montréal, tandis que les travailleurs étrangers temporaires sont plus à l'extérieur de Montréal. On voit les pays d'origine sont différents aussi. 35% de ces gens-là viennent de France.
Alors là, on voit un peu le goût du CAC. Yeah. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Je parle de CAC, mais il faut dire cette tendance existe avant le CAC. Là. OK. Et là, il y a plein d'autres travailleurs qui sont temporaires, qui sont migrants, mais ils ne sont pas exactement des travailleurs migrants. Alors, les demandeurs d'asile, c'est des gens qui viennent au Canada pour chercher la protection. Eux, ils vont avoir un permis ouvert pour travailler, puis ils doivent faire la demande pour l'avoir. C'est rendu presque automatique, mais c'est pas exactement. Alors, ils doivent aussi le renouveler. Alors, ils doivent avoir leur permis ouvert de travail. Les étudiants internationaux, ils ont le droit de travailler généralement hors du campus la plupart du temps, mais ils ont une restriction de pas de plus que 20 heures par semaine, qui est des fois un problème pour eux. Tout le monde qui vient comme dépendant, comme époux, enfant, d'un travailleur migrant ou d'un étudiant international, eux aussi peuvent avoir un permis de travail ouvert. Et ça peut être difficile des fois de comprendre c'est quoi leur statut exactement, mais ils ont les mêmes droits que le demandeur principal, alors, comme travailleur migrant ou étudiant. Un autre groupe, et ça c'était bien parce que pendant longtemps, les personnes qui attendaient le parrainage n'avaient pas le droit de travailler, mais maintenant, oui, ils peuvent faire une demande de permis de travail pendant qu'ils attendent le parrainage. Et aussi, quelqu'un qui a fait une demande humanitaire, qui est comme accepté en principe, mais qui n'a pas encore la résidence permanente exactement, ils peuvent avoir un permis de travail pendant les mois qu'ils attendent. Et juste pour dire, ça, c'est très diversifié. Et puis, ça peut être très dur de savoir quels sont les droits en termes de programmes sociaux pour ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir ou pas. Mais quand ça vient au travail, n'importe qui travaille avec un permis de travail légalement, ils ont tous les mêmes droits de travail. Les normes du travail s'appliquent, CSST s'applique. Généralement, ils peuvent avoir aussi chômage. Je vais parler de ça à la fin, mais ça, c'est très important parce que même ça, beaucoup de ces travailleurs-là le savent pas, le croient pas, le sentent pas. Alors déjà, juste pouvoir leur dire comme oui, un travailleur a des droits et on va vous aider à les défendre, c'est important. Et je dirais même pour quelqu'un sans papier ou quelqu'un, toutes ces catégories-là, s'ils travaillent aussi sans permis de travail, ils sont comme des travailleurs au noir et différents de quelqu'un qui a le droit de travailler. Les travailleurs sans papier, on peut dire. Les groupes comme le Santé de travailleurs et j'imagine Illusion Emploi ou Cana, si vous êtes comme ça aussi, vous ne considérez pas que juste parce que quelqu'un n'a pas de permis de travail, que ça donne le droit à l'employeur de l'exploiter. Et on fait des choses pour les travailleurs sans papier qui n'ont pas été payés. On va appeler l'employeur, on va essayer de lui mettre la pression pour qu'il paye son travailleur. On a eu du succès aussi à comme, défendre les travailleurs sans papier à la CSST. Alors, je pense qu'on reste avec cette idée-là. Tous les travailleurs, ils ont des droits. J'ai vu des... Est-ce que tu te demandes une question, Manon? Ou... Yeah. C'est juste que dans ce que tu dis, moi, je me rappelle d'un dossier dans lequel on a travaillé, puis la personne n'a pas eu le droit à l'aide sociale, n'a pas eu le droit à un logement social. Oui. Fait que oui, les droits du travail, puis encore là, ça a été assez malaisant d'être capable de les faire reconnaître, mais c'est tout, hein? Il a fallu qu'on aille rencontrer des communautés religieuses pour être capable d'assurer sa survie le temps qu'elle était ici, là. Fait que quand tu dis les droits du travail, ça va, mais pas tous les autres droits. Non, c'est ça. J'ai une autre diapo plus loin où je donne quelques exemples d'autres programmes, mais je pense qu'on voit que le gouvernement les voit comme c'est une vision utilitaire, là. Il les voit comme travailleurs. Alors, on les protège comme travailleurs, mais on ne veut pas qu'ils s'installent trop confortablement
On ne veut pas qu'ils restent ici sans être productifs. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas avoir de l'aide sociale. Je parle des stéréotypes, mais ils n'ont pas le droit d'être ici sans contribuer. Ou comme un étudiant qui arrête d'étudier, il ne fait plus ce qu'il est supposé de faire. Il ne va pas avoir accès à d'autres programmes. Alors, j'arrive à ça. Mais au moins, avec le travail, oui, on peut défendre ces droits-là. Mais j'avoue, il y a plein de difficultés à faire le trajet. Souvent, les gens sont tellement stressés, ils ont juste besoin de trouver la prochaine source de revenus. C'est dur pour eux d'imaginer d'aller en cours ou comme en recours officiel contre un employeur. Ça leur fait peur, mais ils ont le droit. Yeah. C'est bien? Continue? OK. Alors là, Oui, ça va. j'ai parlé un peu des travailleurs sans papier. Alors, comme quelqu'un peut travailler sans papier, et des fois, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont comme sans papier, ils sont sans statut d'immigration. Et ça veut dire que le gouvernement ne leur donne pas la permission de rester ici. Juste pour dire, la majorité de gens dans cette situation-là, ils sont rentrés au Canada légalement, ils sont venus comme travailleurs, comme étudiants, comme demandeurs d'asile. Et finalement, ça n'a pas marché et leurs papiers sont expirés, échoués, refusés. Mais ils ont passé par toutes les déclarations normales pour entrer. Alors, ce n'est pas comme des inconnus dangereux ou quelque chose comme ça. C'est juste des gens qui ont des problèmes administratifs avec l'immigration. Souvent, c'est transitoire aussi. La personne n'a pas de statut, mais beaucoup de gens sans statut finissent par avoir un autre statut légal plus tard. Mais l'autre situation, si on parle de travail, c'est que les gens peuvent avoir un statut. Par exemple, on a vu beaucoup de gens durant la crise COVID, des demandeurs d'asile, qui n'ont pas vraiment saisi qu'il fallait renouveler leur permis de travail. Ils ont continué à travailler, puis quand ils ont eu un problème, ils ont réalisé que leur permis de travail était plus bon. Alors ça, c'est comme un travailleur sans papier, mais ils sont ici avec un statut. Ils ne vont pas être déportés pour ça, mais ça peut compliquer leur accès au droit de travail. Et là, je fais le point que ça peut être difficile de défendre ses droits. Et je voulais mentionner aussi que c'est pas parce qu'on travaille pour le cash que c'est illégal. Ça, c'est légal de travailler pour le cash. Et quelqu'un qui a un permis de travail peut travailler pour cash. Un citoyen peut travailler cash. Comme je pense que si vous travaillez avec les gens, ils perdent beaucoup d'avantages en faisant ça. Mais le problème avec le gouvernement, c'est seulement si on ne déclare pas son revenu de cash sur les impôts. Et on a eu l'expérience aussi de quelqu'un qui était payé cash, qui ne voulait pas vraiment. On a eu des expériences d'exiger après. On est allé voir le chômage. Le chômage est allé exiger de l'employeur de payer les cotisations chômage. Puis, c'est comme, il y a des façons de faire ça. Mais des fois, les gens, ils ont très peur parce qu'ils pensent juste le fait d'être payé en cash, c'est illégal. So, c'est pas le cas. So, en termes de protection des droits, s'ils ont ces droits de travail, c'est quoi qui les empêche de les défendre ou les réaliser? So, les gens qui viennent comme travailleurs étrangers temporaires surtout, mais d'autres types de travailleurs migrants aussi, ils ont souvent des conditions de vie assez difficiles. Alors, si on ne parle pas des profs qui viennent comme travailleurs étrangers, il y a beaucoup de ces travailleurs qui vont avoir des bas salaires et ils vont habiter dans des logements en mauvais état, trop cher pour eux, ou bien partagent avec beaucoup de gens pour que ça soit comme abordable. Vous connaissez la crise de logement qui maintenant est allée beaucoup plus loin que Montréal avec les gens qui cherchent à vivre dans les petites villes. Alors ça, c'est difficile et ça veut dire aussi juste dans sa vie personnelle, ça peut être difficile à cause de son logement. Et quand le logement est fourni en plus par l'employeur, ça peut être très malaisant d'aller contre l'employeur ou essayer de quitter son emploi parce que ça veut dire qu'on devient itinérant en même temps. Alors, c'est comme des fois, les deux sont liés.
souvent, ils vont travailler le plus possible parce qu'ils veulent faire le maximum d'argent avant de devoir quitter. Mais ça veut dire qu'il manque de temps pour bien se nourrir, pour dormir, pour relaxer. Alors, des fois, il y a du stress puis de fatigue accumulée qui veut dire que les gens gèrent moins bien le stress ou bien ils ont du stress à cause de ça. Il y a la peine aussi, la difficulté d'être séparé de sa famille. Je pense que Raphaël nous a émus avec cette partie-là de son histoire. Ça lui fait de la peine d'être séparé de sa famille. Et dépendant de la situation, si les travailleurs vivent sur une ferme ou ils vivent sur un milieu de travail qui est comme éloigné, ils n'ont pas de transport, l'employeur surveille durant les heures de repos aussi. Ils dépendent sur l'employeur pour avoir accès à l'information, transportation et tout ça. C'est très, très difficile de se plaindre. En plus, là, j'ai noté des problèmes de conditions de travail qui vivent trop souvent. Je parle des problèmes. Évidemment, il y a des gens qui viennent qui ont des belles expériences, des beaux emplois, mais c'est juste que quand il y a ces problèmes-là, la condition d'immigration fait que c'est très dur de se défendre parce que surtout les gens avec le permis de travail fermé, si le lien d'emploi est brisé, s'ils sentent qu'ils doivent démissionner ou bien s'ils sont congédiés, ça met en question leur droit d'être au Canada. Et souvent, ils sont endettés, ils ont de la famille qui dépend sur eux. Prendre le risque de perdre son emploi est vraiment grave. En plus, on va voir comme, on sait déjà, on ne peut pas avoir le chômage si on démissionne ou si on est congédié. Mais comme Manon a mentionné, on n'a pas l'aide sociale non plus, alors on est dans un trou. Manon, est-ce que tu voulais parler? OK, je vois ta main. So, c'est ça. Ça veut dire que même s'ils ont les mêmes droits légaux en termes de travail, en réalité, c'est dur pour les travailleurs migrants de défendre ces droits-là. Et ça, c'est quelque chose que, comme je pense qu'on a déjà entendu de Guillaume, comme pour nos groupes d'appui, c'est difficile aussi de trouver les ressources pour appuyer les gens comme ça. Comme souvent, c'est pas juste qu'il a perdu son emploi, c'est qu'il a perdu son toit aussi. Alors là, il faut trouver une place où le travailleur dorme. Et tu sais, au CTI, on a souvent des invités chez nous pendant quelques semaines, pendant que la personne trouve des revenus, une autre place à vivre, des choses comme ça. Puis, ils n'ont pas de revenus, puis pas de famille. Alors, tu sais, les autres gens, ils vont peut-être tourner vers la famille pour de l'aide dans ces situations-là. Ils vont vivre chez des amis, mais souvent, les travailleurs migrants ne vont pas avoir ces ressources-là. So it's hard. Récemment, la question d'assurance médicale est très importante dans le contexte COVID et c'est quelque chose qui est très lié au statut d'immigration. Là, j'ai mis comme toutes les différentes catégories de travailleurs migrants de différentes manières. On voit que généralement, quelqu'un qui est ici pour travailler, les gens qui ont comme des permis fermés et récemment, ils ont inclus le programme post-diplôme qui n'est pas un permis fermé, mais ils ont couvert par la RAMQ. Ils vont avoir la RAMQ si leur contrat de travail est assez long. Mais ils vont commencer avec un délai de carence de 3 mois. Mais ils vont quand même avoir la RAMQ. Intéressant à savoir que les travailleurs agricoles saisonniers, eux, ils ont la RAMQ dès le jour qu'ils mettent les pieds au Canada. C'est une exception que le Québec a fait de ne pas donner de délai de carence. Il y a un problème pour tous ces travailleurs-là, c'est que faire la demande de la carte RAMQ dépend normalement de l'aide de l'employeur. Parce que quelqu'un qui arrive de l'avion, qui ne parle pas français, il ne va pas savoir comment faire une demande de RAMQ. Et si l'employeur tarde de 2 mois avant de faire sa demande de RAMQ, des fois, ça veut dire que le travailleur ne serait pas couvert pendant 5 mois à cause de ce délai de carence. Alors, c'est un problème. Les demandeurs d'asile, eux, ils sont couverts par ce programme fédéral de santé intérimaire. C'est un programme
d'assurance maladie qui est à peu près équivalent à la RAMQ, sauf que c'est pas tout. En fait, il y a peu de médecins qui l'acceptent et même les CLSC ne l'acceptent pas toujours. Les hôpitaux, des fois, ne savent pas quoi faire avec le PFSI. Alors, ils sont assurés, mais trouver quelqu'un qui va l'accepter, c'est une autre chose. Et, dernièrement, toutes ces autres catégories de personnes, le PVT, les gens qui attendent le parrainage, les sans-papiers, eux, ils n'ont aucune assurance médicale. Mais durant la crise COVID, le Québec a annoncé que tous les gens non assurés ils pourraient avoir accès au dépistage, soins et vaccinations COVID gratuitement. Là, avoir accès, c'est un autre enjeu. Il faut que la personne à la porte de la clinique sait qu'ils ont accès sans 4MQ, mais c'est le règlement. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Ça va? OK. Et là, je voulais juste montrer d'autres. J'ai mis l'accent sur les choses en lien avec sécurité financière pour les travailleurs, mais on voit que généralement, les prestations ou les programmes qui sont en lien avec le travail, qui sont comme que les travailleurs cotisent ou bien les employeurs cotisent, ils ont accès. Le groupe qui est vraiment exclu de presque tout, là, c'est les travailleurs sans papier. Il n'y a presque rien qui peuvent avoir accès. Et juste temporairement, le CTI a un programme pour les travailleurs qui ont été touchés par le COVID. Mais c'est minimal. Il y a certains d'autres programmes vraiment exceptionnels pour ces gens-là. Mais à part de ça, si la personne a cotisé assez au chômage ou moi je ne vois pas les pensions ici, tous les bénéfices RRQ, ils vont l'avoir. Important de savoir aussi que pour certains de ces programmes, ils peuvent recevoir l'argent même dans leur pays d'origine. Par exemple, CSST, si la personne est reconnue, ils peuvent retourner dans leur pays puis continuer de recevoir l'argent. S'ils sont éligibles à n'importe quelle prestation RRQ, ils peuvent le recevoir à partir de leur pays d'origine. Chômage, j'ai pas mis l'assurance parentale. S'ils font la demande avant de quitter le Québec, ils peuvent continuer de le recevoir dans leur pays d'origine. Et là, je vois Anne-Marie. Peut-être que c'est une question niaiseuse, mais je vais la poser quand même. Mais est-ce qu'il faut qu'ils payent des impôts provinciaux, fédéraux, ces personnes-là? Oui, ils sont... En fait, ça dépend beaucoup. Est-ce qu'ils sont ici au moment de faire le rapport d'impôt? Et généralement, il y a comme des ententes entre les pays pour ça. Mais généralement, quelqu'un qui est ici en fin d'avril, c'est à leur avantage de faire la demande parce qu'ils ont des déductions sur leur chèque de paie, comme n'importe autre travailleur migrant, travailleur. Et souvent, ils ne vont pas faire assez d'argent pour vraiment, surtout comme les travailleurs agricoles, ils travaillent juste une partie de l'année. Et s'ils font un rapport d'impôt, généralement, ils vont avoir un remboursement. Et il y a certaines d'autres choses, comme s'ils ont des... c'est sûr que quelqu'un qui habite ici toute l'année, ils sont supposés de faire leur rapport d'impôt. Puis après certains temps, il y a différents prestations comme, comment dire ça en français, the GST rebate, taxe de vente, là, du fédéral. Les gens peuvent l'avoir s'ils ont des enfants avec eux. À un moment donné, ils peuvent avoir des allocations familiales qui sont calculées avec
les impôts. Il y a différents programmes comme ça qu'ils peuvent avoir. Et surtout, ils peuvent avoir des remboursements de leur cotisation s'ils ont trop payé. Alors, généralement, c'est bon pour eux de le faire. Yeah. Yeah. Et puis, la question des pensions, ça, c'est deux choses. Moi, je pense que le Canada, depuis 30 ans, là, encaisse beaucoup d'argent avec ça. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de travailleurs qui ne font pas leur rapport d'impôt et qui perdent ainsi leur remboursement. Et l'autre chose, c'est que quand ils font des cotisations à la pension de retraite, de la RRQ, comme un homme mexicain qui travaille ici de comme 25 à 35 ans et qui a cotisé pendant 8 mois pendant toutes ces années-là, est-ce qu'il va penser à 65 ans d'écrire au Canada puis demander sa pension? Parce qu'il peut l'avoir, mais il doit savoir, il doit penser à ça comme des années plus tard et il faut aussi comme comprendre comment le faire quand c'est tout écrit en anglais et français. Alors moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui réclament jamais les choses qu'ils ont droit. Et comme le RQAP, si tu quittes le Québec avant de faire la demande, tu as perdu le droit. Le chômage pour être malade, si tu ne fais pas la demande durant la bonne période parce que tu ne sais pas, tu vas le perdre. Comme il y a plein de... Ils cotisent beaucoup. Moi, je pense que ça subventionne notre système. Yeah. So, s'ils ont des problèmes, qu'est-ce qui se passe? Ils peuvent avoir des difficultés à défendre leurs droits. Là, j'ai comme fait une liste de plusieurs raisons. Je pense que j'en ai mentionné déjà, mais ils peuvent pas comprendre le système. Souvent, ils connaissent pas les lois, à qui parler s'ils ont des problèmes. Des fois, il faut prendre des congés pour faire le suivi sur ces choses-là. C'est dur pour eux de prendre des congés. Ça peut dire être congédié. Souvent, l'employeur contrôle les documents de la personne. C'est illégal, mais souvent, ils trouvent des façons comme que la personne signe des consentements pour leur sécurité de documents qu'ils gardent dans... puis, anyway, ça se passe très souvent encore et ça pose des problèmes parce qu'ils ne peuvent pas faire des démarches indépendamment. Pour les gens qui travaillent sur les fermes surtout, là, ils sont souvent dépendants sur le transport de l'employeur. Ils ne peuvent pas facilement aller en ville après le travail pour parler avec quelqu'un. Et difficultés de langue, évidemment. Oui, Manon. Yeah. Quand tu parlais tantôt CSST, advenant le cas, parce que dans le cas de la CSST, parfois, ton indemnité de remplacement de revenus vient aussi avec un retour à l'emploi. Tu as ton indemnité là, Yeah. de temps où tu es malade, mais quand tu commences à être consolidé, tu as un retour progressif. Dans leur cas, ça ne peut pas s'appliquer. Fait que ça veut dire que c'est uniquement la période où ils sont inaptes à travailler? Bon, ça, c'est quelque chose qui n'est pas... Je pense que c'est une zone grise un peu, parce que comme techniquement, j'ai déjà fait des entrevues avec les gens au CSST, puis ils disaient comme si la personne décide de retourner chez eux et ils sont rendus à la what do you call it? Pas réorientation, c'est quoi le terme là? Mais Consolidation? oui, la consolidation. Je pense qu'ils peuvent faire des propositions comme j'aimerais suivre ce cours au Guatemala ou whatever. C'est possible. On a déjà eu un cas de quelqu'un qui voulait comme lui voulait rester ici, puis finalement, il a eu résidence permanente pour motif humanitaire, en partie parce qu'il était, parce qu'il était handicapé au travail et il ne pouvait plus faire de travail manuel, mais au Guatemala, il n'y avait que ça qui était possible pour lui. Alors, il a eu la résidence permanente ici, puis il aurait pu étudier un peu ou quelque chose, mais finalement, il a pas. Mais eux, ils voulaient qu'il retourne et qu'il essaie de comme, suivre des formations là-bas. Alors, c'est une zone grise. Je pense qu'il faudrait comme, vraiment faire des négociations avec quelqu'un. Mais une chose qu'on trouve vraiment frustrant, c'est que quelqu'un qui est venu comme travailleur étranger et qui ne parle pas bien le français ni l'anglais,
s'il doit faire d'autres types de travail, il faut parler anglais ou français, surtout français ici, là, pour pouvoir étudier quelque chose, pour suivre n'importe quelle formation, mais ils ne veulent pas payer pour les cours de français. Tandis que souvent, c'est ça qui aiderait la personne à avoir un autre type de travail. Alors, il y a des limites, mais quand même, il y a des choses à faire. Yeah. So, ils ont les mêmes droits, mais beaucoup de barrières pour les faire respecter. Et souvent, ça veut dire aussi qu'ils finissent comme ça prend du temps. Des fois, ils manquent leur date limite pour faire des plaintes. Les problèmes de langue font que, comme moi, j'ai déjà vu une déclaration CSST que le travailleur m'a dit ce qu'il a dit à l'employeur, puis l'employeur il a rempli la feuille CSST, puis ça disait exactement comme il s'est blessé en jouant soccer. Quand le travailleur a dit j'étais au travail, j'étais sur. Expliquer ce qui s'est passé, puis l'employeur a écrit il jouait au soccer. Évidemment, il a perdu son premier demande CSST. On a dû aller en appel puis expliquer que c'était l'employeur qui a écrit ça et lui a signé juste parce qu'il avait confiance. Alors, anyway, difficulté de langue, ça veut dire perdre ses droits. Et manque d'appui social souvent parce que c'est stressant. Les gens, comme Raphaël a mentionné, tu passes du temps sans argent, puis si tu n'as personne sur qui compter, c'est très dur. So, l'autre chose qui est un risque pour les travailleurs migrants, c'est que l'employeur soit les mettre directement sur l'avion ou bien met assez de pression pour que l'employé accepte de le faire. Ils ont peur de, s'ils ne quittent pas, ils ne vont pas avoir d'autres contrats dans le futur. Alors, des fois, la personne consente de partir, mais c'est sous des menaces ou des risques. Et aussitôt qu'ils quittent, ça devient presque impossible de faire valoir leurs droits. Il y a plein de droits qu'on ne peut pas demander de notre pays et d'autres que ça devient très dur. Et s'ils quittent leur travail, ils perdent souvent, les gens qui sont sur les permis fermés, ils perdent leur statut après 3 mois. Ce 3 mois est très important par contre parce que beaucoup de gens ne savent pas que quand tu arrêtes de faire ton emploi qui est sur le permis de travail, tu as 3 mois de statut implicite comme touriste. Alors, la personne peut rester pendant ces 3 mois, ils ont encore le statut et ils peuvent chercher un autre emploi. Actuellement, aussitôt que tu fais une demande pour un autre emploi, tu peux rester, ça marche. D'autres fois, c'est comme une zone grise, mais généralement, si tu trouves quelque chose durant les premiers 3 mois, tu peux garder un statut. Mais c'est difficile. Plus bas, j'ai mis un site web. Le gouvernement fédéral commence à créer de rendre public les employeurs qui cherchent des travailleurs étrangers temporaires, qui ont déjà leur EIMT, l'évaluation de l'impact sur le marché du travail. C'est ça qui donne à l'employeur le droit d'embaucher des travailleurs étrangers temporaires. Et ça fait des années que les groupes communautaires comme le FDNS, on demande que le gouvernement rende public les employeurs qui cherchent des travailleurs pour que les gens qui sont au Canada peuvent commencer à travailler pour eux. Ils commencent à le faire. Mais avec tous ces problèmes, vous savez probablement que souvent les gens décident que ça ne vaut pas le risque. Ils essaient de toffer le plus possible. Puis le CTI, si on regarde à travers les années, là, je pense que presque la majorité de gens qui viennent nous voir, c'est parce qu'ils ont déjà perdu leur emploi. Jusqu'à ce moment-là, ils font tout ce qu'ils peuvent pour garder l'emploi. Et des fois, on a des situations où c'est carrément comme dangereux pour la personne. Puis, même à ça, ils ont plus peur de perdre l'emploi. Alors, c'est tout un enjeu de parler des droits, donner confiance à la personne, offrir de vrais appuis pour que la personne ne soit pas complètement démunie, mais en même temps, on ne sait pas. So, il faut
essayer de faire de prévention aussi pour que les gens puissent éviter d'avoir des problèmes si on peut. Oui, Manon. Est-ce que ça existe une liste noire des mauvais employeurs? Parce que, tu sais, sûrement que c'est souvent aux mêmes endroits que les abus se répercutent d'une année à l'autre. Je me rappelle que quand on avait fait la campagne, tu vas t'en rappeler, il y a quelques années, on avait demandé qu'il existe une liste pour qu'on puisse un peu répertorier, puis pas que ces gens-là n'aient plus le droit de revoir des gens. Là, je suis un peu moins au fait, ça a-tu changé, puis c'est toujours pareil? Non, ça existe, mais c'est vraiment limité. Puis il y a beaucoup d'employeurs que nous, on penserait devraient être sur la liste qui ne sont pas. Alors, ce qui arrive, c'est que premièrement, généralement, la CNEST, ils vont prendre l'approche qu'au lieu de comme faire une plainte complètement officielle, ils commencent avec des avis, des suggestions, puis ils vont essayer de comme faire coopérer la compagnie avant d'aller officiel. Et puis en faisant ça, comme la compagnie, les mauvaises compagnies vont ils vont suivre l'avis, mais 6 mois plus tard, ils recommencent à faire le problème. Alors il y a ce problème-là. Puis le fédéral, ils font la même chose avec les contrats. Alors, ils donnent beaucoup de confiance, ça donne comme la volonté des employeurs, mais c'est frustrant. Je pense qu'ils essaient d'améliorer ça parce que les groupes commencent à vraiment documenter à quel point il y a des employeurs qu'on a fait des plaintes plein de fois, là, mais je sais que le CTI, on a une compagnie à Victoriaville que ça doit faire comme 8 ans qu'on fait des plaintes incroyables, puis ils continuent d'avoir le prochain groupe de travailleurs. Fraisebec, comme ça, là. Il y a de plaintes. So. Aussi, pour faire des enquêtes, on avait demandé, nous autres, à ce que les enquêtes soient spontanées et non pas qu'ils soient avertis, parce que une enquête, quand la personne sait à l'avance que tu vas débarquer dans sa ferme, tu ne verras rien, mais que tu ailles dans la ferme, là. Yeah. Oui, ça, je pense que c'est encore une demande. Mais je sais qu'avec le COVID, ils ont fait des plaintes non annoncées pour voir les conditions de santé et sécurité au travail pour les travailleurs étrangers. Qu'est-ce qu'on peut faire? So, encore, je reviens avec comme sans dire que c'est facile, déjà juste savoir qu'ils ont les mêmes droits, c'est important parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Et si on travaille avec les travailleurs, il faut prendre le temps d'expliquer le système, parler de la confidentialité, leur assurer aussi que la confidentialité, c'est pas juste comme entre vous puis le gouvernement, mais aussi l'employeur, comme tu vas pas prendre d'action sans qu'eux, ils consentissent, ils comprennent qu'est-ce qui peut se passer. Parce que les gens, ils ont peur que comme s'il dit de quoi, tu vas tout de suite faire une plainte. Alors, il faut bien leur dire, on va faire ce que toi, tu veux faire. On va t'aider à faire ce que toi, tu veux. C'est important de garder les dates de son visa et permis de travail en tête parce que une fois que ces dates-là sont passées, c'est plus dur d'avoir un autre statut, c'est plus dur d'avoir plein de recours et c'est une difficulté. Alors, si tu rencontres quelqu'un qui est vers la fin de son visa, il faut vraiment agir vite pour essayer de comme, trouver un autre statut ou quelque chose pour le protéger. Il faut essayer de comme l'aider à pas compter sur l'employeur pour rien. Des fois, les gens, ils ont carrément besoin de quitter les lieux de l'employeur pour pouvoir faire n'importe quoi parce qu'il y a trop de surveillance. Alors, des fois, c'est une question de trouver de transport, trouver du logement, trouver des téléphones. Et pour certains types de cas, comme ça dépend toujours, des fois, les gens veulent juste rentrer chez eux parce qu'ils veulent voir leur famille. Mais c'est important qu'ils comprennent qu'est-ce qu'ils perdent s'ils quittent tout de suite. Et s'ils veulent rester pour essayer de faire défendre leurs droits, il y a des façons de les aider, de le faire. Comme aujourd'hui, il y a aussi le permis ouvert pour les travailleurs qui ont vécu des abus. Le CTI a assez bonne expérience à comme avoir ces permis-là, mais je sais que c'est pas comme automatique. Il y a des façons de le faire, mais
Anyway, des fois, c'est vraiment mieux pour eux s'ils restent pour essayer de trouver un nouveau contrat avant de partir. Finalement, je vais parler de statut d'immigration parce que la position du CTI, c'est vraiment que la base de cette exploitation, c'est vraiment le statut d'immigration de la personne. Et les statuts d'immigration précaires, c'est lié à des questions de racisme et d'inégalité internationale. Nous, on aimerait voir que les gens puissent venir, les gens de toute catégorie de travail, pas seulement les personnes haut qualifiées, qui puissent venir comme résidents permanents et tout de suite avoir les mêmes droits que n'importe qui d'autre. Et on dirait aussi qu'aujourd'hui, avec tous les gens qui sont ici avec des statuts précaires et qui se retrouvent sans statut, que ça serait mieux pour eux et pour le Canada si on avait des programmes de régularisation. Ça veut dire des programmes pour aider les gens à rester avec un statut sécure et égal. Mais on est loin de ça. Le gouvernement est loin de ça. Et en fait, c'est pire au Québec actuellement. Il y avait certaines années où le programme d'expérience québécoise était plus ouvert que le reste du Canada, mais le CAQ a tout renversé ça. Le programme d'expérience québécoise est en train... C'est sous menace actuellement. Ils veulent l'avoir, mais ils veulent seulement prendre les gens qui les ressemblent. Et ça ne réfléchit pas la demande pour la main-d'œuvre au Québec, ça ne réfléchit pas comme la contribution des gens, rien là. Ils veulent avoir, je pense, surtout des Blancs francophones ingénieurs ou quelque chose. Alors, je pense que Choki, tu connais plus les détails de ça, si quelqu'un a des questions sur les spécificités, mais ils ont réduit le nombre de professions, les types de programmes d'études et tout ça que les gens peuvent l'avoir. Mais c'est un voie pour certaines personnes, mais aujourd'hui, pas beaucoup, et pas beaucoup le type de gens avec lesquels on travaille. On a déjà eu des gens qui avaient des raisons de faire des demandes d'asile après avoir été venus comme travailleurs étrangers. C'est rare, c'est un peu difficile de faire valoir, mais ça arrive. Des fois, il y a des choses qui arrivent dans leur pays qui veulent dire qu'ils sont plus en sécurité de retourner. Puis, on a eu aussi 2 cas de travailleurs qui se sont organisés ici, qui mobilisaient les travailleurs et comme au Québec et commençaient à avoir des menaces dans leur pays d'origine parce qu'ils menaçaient un peu comme c'était l'extorsion. Puis, ils étaient en danger dans leur pays, Guatemala, puis ils ont eu l'asile ici. Et c'est possible pour les gens qui ont besoin de faire une demande de résidence permanente pour motif humanitaire. Comme j'ai mentionné, on a eu un cas de quelqu'un qui l'a eu parce qu'il était handicapé par un accident de travail. Les 2 programmes qui sont venus depuis la pandémie, le premier, c'est le programme de régularisation des anges gardiens. Puis je pense que l'idée de ce programme est venue de l'expérience au Québec où c'était devenu clair tôt dans la pandémie que les CHSLD, puis les résidences pour les personnes âgées, puis les hôpitaux et tout ça, comptaient énormément sur les demandeurs d'asile et d'autres travailleurs à statut d'immigration précaire pour faire rouler les services. Et ils ont dit, OK, on va offrir un programme pour aider ces gens-là à rester de façon permanente, comme enlever l'incertitude. Mais la chose, c'est que c'est le gouvernement fédéral qui l'a créé pour l'ensemble du Canada et le Québec a battu pour restreindre le programme. Ils ont exigé que, premièrement, ça soit seulement les gens avec certaines positions dans les centres de santé, alors PAB, mais pas les nettoyeurs, pas les gardes de sécurité. Mais ces gens-là aussi ont eu le COVID en servant... anyway, c'est à cause du Québec que c'est rétréci et il y a beaucoup plus de gens qui ont eu ce statut hors du Québec qu'au Québec, quand probablement il y a à peu près comme 10 fois plus de personnes éligibles au Québec que dans le reste du Canada. Le Québec demande plus de preuves de leur travail. Ils ne demandent pas seulement comme les talents de paie, tout ça, ils demandent aussi des lettres
de l'employeur. Et actuellement, les employeurs sont tellement débordés là, qu'ils n'ont pas trop le temps de faire ça, puis les gens ne savent pas à qui demander parce que tout le monde change de poste tout le temps. Alors, ça ne marche pas bien au Québec, mais c'est vraiment par choix politique. Je pense que c'est enrageant. L'autre chose, c'est que le gouvernement fédéral a créé un programme spécial, ça ressemble au programme d'expérience québécoise. Ils veulent accepter 90 000 immigrants d'ici novembre 2021, alors c'est vite. Et ils ont créé comme des listes de gens qui disent comme ont contribué à l'économie durant la pandémie, et ils incluent aussi comme un bon nombre de, je pense, 40 000 étudiants internationaux qui sont comme pris ici un peu durant la pandémie. Mais le Québec a décidé de ne pas participer. Ils ont juste dit non merci. Alors, ça montre vraiment l'attitude du gouvernement du Québec actuellement, et c'est triste parce qu'il y a 5 ans, on vantait aux autres provinces qu'on prenait les gens avec tous les niveaux de travail dans le programme d'expérience québécoise. Alors, c'est un moment difficile. Je pense que Chokey pourrait parler plus de ça. Mais je finis avec quelques ressources. Le RATMAC, c'est notre organisme sœur là, qui fait vraiment du travail excellent avec les travailleurs agricoles. Le Santé travailleurs, nous aussi, on travaille avec les travailleurs agricoles, mais on spécialise un peu plus dans d'autres types de travailleurs, comme des soudeurs et d'autres travailleurs. Et évidemment, tous les groupes comme Illusion Emploi, puis les groupes d'accueil des nouveaux arrivants dans chaque ville, il y a quelque chose comme ça qui, de plus en plus, sont habitués à travailler ces gens-là. Et sinon, on s'appelle aussi, le CTI, on parle avec des gens dans d'autres villes s'ils ont des questions, des difficultés. Et j'ai mis là, c'est un guichet, mais c'est dur à trouver. C'est un banque d'employeurs qui embauche des travailleurs étrangers temporaires. Alors, quelqu'un comme Raphaël qui cherche un nouveau employeur, ça peut beaucoup aider parce que tu peux chercher par occupation, par lieu. Ils peuvent aller à travers le Canada. S'ils veulent aller en Alberta, en Colombie-Britannique, ils peuvent. Il n'y a aucun problème légal avec ça. Alors, je finis avec ça. C'est beaucoup d'infos, mais je pense que comme l'idée de base, là, c'est que c'est compliqué, mais il faut toujours commencer avec le fait qu'on n'a pas le droit d'exploiter les gens. Alors, il faut trouver qu'est-ce qu'on peut faire. Des fois, il faut comme fouiller dans les règlements, puis bien comprendre le statut, puis les règlements et tout ça, mais c'est ça. So, est-ce que vous avez des questions, des